Tout le monde croit que les mecs de la DZ Mafia ou les types de Yoda tiennent Marseille, que c'est une guerre de gangs pour des points de deal. C'est la première connerie qu'on vous raconte, le mythe parfait pour que vous regardiez ailleurs. La vérité, c'est que les caïds des quartiers, ces mecs que les flics et les journalistes présentent comme des parrains, ce ne sont que des directeurs régionaux, des chefs de rayon, rien de plus. Le vrai patron, le parrain, vous ne le verrez jamais dans une cité. Lui, il porte un costume à 10 000 balles, il dîne sur les Champs-Élysées et serre la main du ministre de l'Intérieur. Il n'a pas de casier, pas d'armes. Son pouvoir, c'est son carnet d'adresses. Il contrôle les ports, les juges, les politiques. Nous, on faisait le sale boulot, on prenait les balles et les années de prison. Lui, il prenait les vrais bénéfices et s'assurait que le système continue de tourner, bien huilé, avec la complicité de ceux qui sont censés nous combattre. Qui je suis, ça n'a aucune importance. Appelez-moi comme vous voulez, j'ai 32 ans et j'ai passé les 15 dernières années dans le milieu. J'ai commencé gamin à faire le guetteur à Félix Piat et j'ai grimpé. Vite, parce que j'étais pas une tête brûlée, j'avais un cerveau. Je suis devenu lieutenant pour la DZ, pas le genre de lieutenant qui crie sur des petits. Non, j'étais celui qui faisait le lien entre la rue et les salons cossus. Mon boss, un type qui pouvait faire descendre n'importe qui d'un simple regard dans les quartiers nord, je l'ai vu, moi transpirer à grosses gouttes devant un avocat d'affaires de la Défense. Je l'ai vu baisser les yeux. Et j'ai compris. Alors pourquoi je parle? Parce que je suis déjà mort. Ils m'ont tout pris. Ma famille, ma vie, mon avenir. Ils pensent m'avoir mis une laisse pour toujours, mais un mort, ça n'a plus rien à perdre. Alors, avant de disparaître pour de bon, je vais tout cramer. Cette histoire, ce n'est pas juste une affaire de gangsters. C'est plus grand que ça. Ce n'est pas Redouane Faïd ou les frères Hornek. Oubliez ces noms, ce sont des personnages pour les médias. La vraie histoire, c'est celle de la France. La France que vous ne voyez pas. Celle où la guerre contre la drogue est une mise en scène, un spectacle pour rassurer le bon peuple, pendant que les vrais flux d'argent irriguent le système légal. Je vais vous expliquer comment l'argent du shit de la Castellane sert à financer des projets immobiliers à Courchevel. Comment un contrat pour tuer un rival à Grenoble est validé dans un bureau avec vue sur la tour Eiffel. Ces gens ne sont pas des voyous, ils sont l'élite. Ils utilisent la violence des quartiers comme un outil, un levier. Le savoir, c'est déjà une condamnation à mort. Mais maintenant que j'ai commencé, je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Vous êtes sûr de vouloir entendre la suite? Je suis né en 92, à la Castellane, quartier nord, Marseille. Si vous ne connaissez pas, imaginez une cicatrice de béton posée au milieu des collines. Mon père, il s'est tiré quand j'avais 5 ans. Pas une photo, pas un souvenir, juste un trou dans la famille. Ma mère, Fatima, c'était autre chose, une guerrière. Elle se levait à 5 heures du mat pour aller faire des ménages chez les riches, dans le 8e, là où les rues sont propres et les voitures brillent. Elle rentrait le soir, crevée, les mains abîmées par l'eau de Javel. Mais elle souriait toujours, elle se battait pour qu'on ne manque de rien, pour que ma petite sœur et moi, on ne sente pas la misère qui suintait des murs. Mais un gosse, ça sent tout. Ça voit la fatigue derrière le sourire, ça comprend les silences à la fin du mois. Elle était mon monde et sa dignité, c'était le truc le plus précieux qu'on avait. Elle pensait nous protéger du quartier, mais en réalité, c'est le quartier qui allait finir par la sauver et me perdre. C'était ça, le piège. Le sacrifice qu'elle faisait chaque jour, c'est lui qui a tout déclenché. Notre HLM, on l'appelait la Tour G. 15 étages de béton gris qui puaient la défaite. L'ascenseur était en panne une semaine sur deux, alors on se tapait les escaliers.
La cage d'escalier, c'était un mélange d'odeurs. La pisse, le shit mal consumé et l'eau de javel que ma mère passait sur notre paillasson, comme pour tracer une frontière contre la crasse du dehors. Le bruit, c'était constant. Les cris des voisins, la musique à fond, les scooters qui pétaradaient en bas, et la nuit, parfois, les sirènes. On vivait à 3 dans 50 mètres carrés. Ma mère faisait des miracles avec son SMIC et les aides de la CAF. Mais les miracles, ça a une date de péremption. Je me souviens des fins de mois, du bruit du frigo vide. Le pire, c'était la nuit. Je faisais semblant de dormir et je l'entendais pleurer dans la cuisine. Des pleurs silencieux, pour pas nous réveiller. Elle regardait les factures et elle suffoquait. Ce son, ça m'a brisé. Ça a planté en moi une rage, une haine contre cette vie où une femme comme elle devait pleurer pour un bout de papier. Cette impuissance, c'est le pire des poisons. L'école, c'était la frontière, le lieu où tu comprenais que la France était coupée en deux. Il y avait eux et il y avait nous. Eux, ils arrivaient avec des Lacoste neufs, des TN rutilantes, et ils racontaient leurs vacances au ski ou en Espagne. Nous, on avait des fringues du marché de la Plaine, et la seule histoire de voyage qu'on pouvait raconter, c'était le trajet en bus pour aller voir la famille à l'autre bout de la ville. La honte, elle te colle à la peau. Les profs te regardent différemment, ils s'attendent déjà à ce que tu foires. L'État, on le voyait jamais, sauf quand il débarquait en force. C'était les fourgons de CRS pour une descente, ou la BAC qui te plaque contre un mur parce que t'as la mauvaise tête et la mauvaise adresse. Ou alors, c'était l'assistante sociale qui te donnait des dossiers à remplir, des papiers qui ne changeaient rien. Le seul pouvoir qui fonctionnait vraiment, qui réglait les problèmes, c'était le réseau. Les mecs du plan. Ils avaient la thune, le respect, ils faisaient la loi, ils étaient l'autorité, ils étaient la seule promesse d'une sortie. Et puis il y a eu Lina, ma petite sœur, mon soleil. Elle est tombée malade, d'un coup, un truc au rein, une saloperie. Les médecins de la Timone, ils étaient vagues. Ils parlaient de dialyse, de listes d'attente interminables pour une greffe. Des mois, peut-être des années. On n'avait pas des années. Je la voyais s'affaiblir de jour en jour et ma mère, elle devenait folle. Elle passait ses journées au téléphone, à se battre contre des secrétaires, à essayer d'avoir un rendez-vous, une réponse. Le système de santé, c'est comme le reste. Si t'as pas les codes, si t'as pas le nom, t'es personne. Un soir, alors que je traînais en bas, un des grands du quartier, un type qu'on appelait Karim, m'a interpellé. Il était au courant de tout. Le quartier, c'est un village. Il m'a dit « J'ai appris pour ta sœur. C'est pas possible, tiens. » Il a sorti une liasse de billets, épaisse comme une brique. « Il y a 10 000 là. Va dans une clinique privée. Paie les meilleurs. Perds pas de temps. » Je suis resté figé, le cœur battant, avec l'argent du diable dans les mains. 10 000 euros, en liquide. On n'avait jamais vu autant d'argent de notre vie. Ma mère a pleuré en voyant les billets. Elle n'en voulait pas. Elle disait que c'était de l'argent sale, que ça portait malheur. Mais ensuite, elle a regardé Lina, qui dormait, le visage si pâle, et elle a pris l'enveloppe. Il n'y avait pas de choix. C'était ça ou la regarder mourir à petit feu. L'argent a ouvert des portes que l'État nous avait claquées au nez. Clinique privée, spécialiste, les meilleurs traitements. Lina a commencé à aller mieux. On avait acheté du temps, de l'espoir, mais cette dette, je la sentais peser sur moi chaque seconde. Une semaine plus tard, Karim est revenu me voir. Pas de menace, juste un regard qui disait « Maintenant, tu m'appartiens ». Il a dit « Le petit qui faisait le guet en bas de la tour s'est fait serrer. La place est libre, c'est 500 € la semaine, pour commencer. »
Ce n'était pas une offre, c'était la suite logique. L'addition. Pour sauver la seule personne que j'aimais, je venais de signer un contrat à vie avec l'enfer. Ce n'était pas un choix, c'était une sentence. J'avais vendu mon âme. Karim a tenu parole. Le lendemain, j'étais en bas de la tour G. Pas pour jouer au foot, mais pour bosser. Mon poste, chouf, guetteur. Ça sonne simple, mais c'est le poste le plus important et le plus exposé. T'es les yeux et les oreilles du réseau. Ton job, c'est de crier « Hara !» dès qu'une voiture suspecte entre dans la cité. Et pour ça, fallait tout apprendre. La différence entre une Mégane de la BAC, banalisée mais toujours un peu trop propre, et celle d'un vrai résident. Reconnaître les fourgons des CRS, les bagnoles des stupes qui font des rondes lentes. C'était un jeu mortel. La peur, elle te bouffe le ventre au début. Chaque voiture qui tourne au coin de la rue, ton cœur s'arrête. Mais la nécessité est plus forte que la peur. À la fin de la première semaine, Karim m'a glissé une liasse de billets de 50. 500 €, plus que ce que ma mère gagnait en un mois de ménage. Quand j'ai posé cet argent sur la table de la cuisine, j'ai vu dans ses yeux un mélange de fierté et de terreur. Elle savait d'où ça venait, mais elle l'a pris, pour Lina. À ce moment-là, j'ai compris que j'avais franchi une ligne. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. J'étais devenu un soldat. Devenir chouf n'était qu'un test. J'étais fiable, j'avais le regard vif et je fermais ma gueule. En 2 ans, je suis passé de la chaise de camping au point de deal. Je suis devenu charbonneur, le vendeur, celui qui est au contact direct du client, qui gère le produit et le cash. C'est là que le danger change de nature. Ce n'est plus juste la police, c'est la concurrence, les mecs des autres réseaux, les toxicos en manque qui peuvent te planter pour 50 balles. C'est là que Karim m'a mis mon premier outil de travail dans les mains, un Glock 17. Je me souviens encore du poids, froid, lourd, un poids qui te rassure et te terrifie en même temps. Il m'a dit, c'est pas pour faire le cow-boy, c'est pour dissuader. Mais si tu dois t'en servir, tu tires le premier. La première fois, c'était pas contre les flics. C'était un petit de la paternelle qui avait essayé de nous carotter. On l'a attrapé. Mon boss m'a ordonné de lui casser le bras. Je l'ai fait. Le bruit de l'os qui craque, ce son m'a hanté des nuits entières. Quelque chose est mort en moi ce jour-là. L'enfant que j'étais, le gosse qui avait peur, en échange, je touchais 1500 € par semaine, le prix de mon âme. À 20 ans, j'étais plus un petit soldat. J'étais devenu quelqu'un. J'avais gravi les échelons. Karim m'avait fait confiance. Il m'avait mis gérant de points. Le four de Félix Piat, c'était mon territoire. J'avais une dizaine de mecs sous mes ordres. Des guetteurs, des vendeurs, des nourrices qui planquaient la cam et le fric. Je ne touchais plus la marchandise. Mon travail, c'était la logistique, la discipline et les comptes. Chaque jour, je remontais entre 20 000 et 30 000 € en liquide à mes supérieurs. Des sacs de sport remplis de billets de 10 et 20. La pression était énorme. 1 gramme manquant, 1 € de moins, et c'était sur ma tête. Mais le pouvoir est une drogue plus puissante que la coke. Les mecs qui me regardaient de haut quand j'étais gamin baissaient les yeux devant moi. J'avais du respect, de la crainte. Je roulais en Audi RS3. J'avais un appart en dehors de la cité. Je pensais avoir réussi. Je pensais être arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Mes boss directs, on les appelait Le Chinois et Yacine. Des mecs durs, craints dans tout Marseille. Pour moi, c'était eux, les patrons. Je croyais avoir tout compris du système. Quelle putain d'illusion. Le vrai boss, celui que tout le monde craignait, le chef de la DZ Mafia à Marseille, c'était un type qu'on va appeler Mehdi. Personne ne prononçait son nom à la légère. C'était une légende, un fantôme.
Tu le voyais une fois par an s'il y avait un gros problème à régler. Il n'élevait jamais la voix, mais son silence pesait plus lourd que les menaces de n'importe qui. Il avait fait de la prison, bien sûr, mais il en était sorti plus fort, avec plus de contact. Pour moi et pour tous les autres, il était le sommet de la pyramide. Le parrain, c'était lui qui donnait le feu vert pour une guerre contre le clan Yoda, lui qui décidait des prix. Parfois, on voyait des voitures discrètes monter jusqu'à son QG, une villa sur les hauteurs de Marseille, des flics de la BAC, des fois même un élu local d'un petit parti. Ils venaient prendre leur enveloppe, négocier la paix sociale dans un quartier. Ça me fascinait. Je me disais que c'était ça, le vrai pouvoir. Contrôler la rue et avoir les politiques et les flics dans sa poche. Je pensais avoir une vision claire de notre organisation. La rue en bas, nous au milieu et Mehdi tout en haut. Simple, efficace. C'était une belle histoire, bien rangée. Mais c'était un mensonge. J'ai commencé à voir les failles, des petits détails, des trucs qui ne collaient pas, des ordres qui venaient d'en haut et qui n'avaient aucun sens d'un point de vue business. Par exemple, on nous interdisait formellement de toucher à certains points de deal des territoires qui auraient dû être des cibles prioritaires. Ou alors, on devait laisser passer une cargaison d'un clan rival sans intervenir. Quand je posais des questions à Yacine, il devenait nerveux. C'est pas tes oignons, fais ce qu'on te dit. La vraie fissure est apparue quand j'ai commencé à conduire pour Mehdi. Il m'avait pris sous son aile, j'étais devenu un de ses hommes de confiance. Et c'est là que je l'ai vu, lui, le caïd intouchable, changer. Il recevait des appels d'un numéro masqué, et d'un coup, sa voix changeait. Il devenait respectueux, presque soumis. Il répondait par « Oui, monsieur. Bien sûr, monsieur. » Il transpirait. Mehdi, le mec qui faisait trembler toute la ville, avait peur. Il prenait des ordres de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'était ni un flic, ni un juge, ni un autre gangster. C'était autre chose. Une puissance invisible qui tirait les ficelles, et notre grand parrain n'était qu'une de ses marionnettes. Comment j'ai eu accès à ce cercle? C'est simple, j'ai pris une balle pour lui. Une tentative d'assassinat à la sortie d'un restaurant. Des mecs du clan Yoda. J'ai eu le réflexe de le pousser et de me mettre devant. La balle a traversé mon épaule, mais il était indemne. Après ça, j'étais plus qu'un simple lieutenant. J'étais son ombre. Il me faisait une confiance aveugle. Je gérais ses comptes personnels, je conduisais sa famille, je dormais parfois chez lui. Je n'étais plus un simple gangster, j'étais devenu un membre de sa garde rapprochée, un confident. Et c'est comme ça que j'ai été convoqué pour le voyage. Un jour, il m'a dit « Prépare-toi, demain on monte à Paris, toi et moi seulement. Prends un costume, pas un survêt, c'est le rendez-vous le plus important de l'année. » Il n'y avait pas de menace dans sa voix, mais une sorte de résignation, comme un directeur qui va voir le grand PDG pour son évaluation annuelle. Il ne s'agissait pas de négocier un deal de drogue ou de préparer une guerre de territoire. C'était autre chose. On allait rencontrer le vrai patron, le vrai de vrai. Et moi, le petit mec de la Castellane, j'allais entrer dans la salle du trône, sans savoir que c'était aussi ma condamnation à mort. On est monté à Paris en TGV, première classe. Pas de flingue, pas de cash sur nous, juste 2 cartes bleues au nom d'une société écran. Le rendez-vous, c'était en octobre 2021, dans un appartement haussmannien du 16e arrondissement, avenue Foch, l'adresse la plus chère de Paris. En arrivant, il n'y avait personne pour nous accueillir, la porte était déverrouillée. L'endroit était immense, silencieux. Ça sentait la cire d'abeille et l'argent ancien. Pas un bruit de la rue, des doubles vitrages épais comme des murs de prison. Mehdi, d'habitude si arrogant, si sûr de lui, était tendu comme une corde. Il n'arrêtait pas de se passer la main sur le crâne.
de regarder sa montre. Il m'a dit de ne pas parler, de ne toucher à rien et de rester près de la porte. Je n'étais pas là comme son lieutenant, j'étais là comme un meuble, une garantie silencieuse de sa loyauté. On a attendu 1 heure dans ce silence de mort. Le seul son, c'était le tic-tac d'une horloge monumentale dans le salon. Chaque seconde qui passait, je voyais la peur grandir dans les yeux de mon boss, le caïd de Marseille. C'était la première fois que je le voyais avoir peur de quelqu'un. Puis la porte s'est ouverte. Ce n'était pas un gorille en survêtement, pas un tueur au visage balafré. C'était un homme d'une 60aine d'années, élégant, presque banal, costume gris coupé sur mesure, probablement chez Sifonelli, chemise blanche impeccable, pas de cravate, une montre Patek Philippe au poignet, discrète mais qui valait plus que mon appartement. Il avait des cheveux gris coupés courts, des yeux bleus, froids, qui analysaient tout sans rien montrer. Il n'a pas dit un mot en entrant. Il a juste posé sa mallette en cuir sur une table en acajou. Et c'est là que j'ai vu l'impensable. Mehdi, le grand Mehdi, celui qui faisait trembler les juges et les flics, s'est levé d'un coup et a légèrement baissé la tête. Ce n'était pas un salut, c'était une courbette. Un geste de soumission totale, l'hommage d'un vassal à son seigneur. L'homme l'a ignoré, il a fait le tour de la pièce comme s'il inspectait les lieux. Puis il s'est tourné vers Mehdi et d'une voix calme, sans aucune émotion, il a dit « Alors, Mehdi, le ministre est content, mais les chiffres ne le sont pas. Explique-moi. » Ce n'était pas un ordre, c'était pire. C'était un constat qui exigeait une justification. Et j'ai compris que nous n'étions que des employés. Cet homme, c'était le parrain, pas un parrain de cité, le vrai. Un homme d'affaires corse, dont le nom est connu dans le monde de l'immobilier de luxe et de la finance. Il n'a pas de casier judiciaire. Il vit entre Genève, Monaco et son bureau de la Défense. Il ne touche jamais un gramme de drogue, jamais une arme. Son business, c'est le système. Il contrôle des sociétés d'import-export au port du Havre et de Marseille, des casinos sur la Côte d'Azur, des programmes immobiliers à Courchevel. L'argent de nos points de deal, des dizaines de millions d'euros par mois, n'est qu'une petite partie de ses revenus. Pour notre seul réseau, on parlait d'un blanchiment de près de 30 millions d'euros mensuels. Cet argent est injecté dans l'économie légale avec une efficacité redoutable. Et pourquoi est-il intouchable ? Parce qu'il dîne avec des sénateurs, il finance les campagnes de certains députés, son carnet d'adresses contient les numéros personnels de juges d'instruction et de préfets. Il ne corrompt pas les gens avec des enveloppes, c'est plus subtil. Il rend des services, il place des gens, il crée des dépendances. Il est l'État dans l'État. Il est la France. Avant ce jour, je croyais que notre monde était simple. Nous, les gangs, contre la police et la justice. Une guerre de territoire, une lutte pour le pouvoir de la rue. Quelle naïveté. J'ai compris que tout ça, c'était du théâtre. Une mise en scène pour le journal de 20 heures. La guerre contre la drogue que des ministres comme Darmanin viennent annoncer à grand renfort de caméras à Marseille, c'est une farce. C'est un spectacle nécessaire pour justifier les budgets de la police, pour rassurer les électeurs et pour, surtout, maintenir un état de chaos contrôlé qui profite au système. Pendant que les flics de la BAC arrêtent des petits guetteurs dans les cités, des milliards d'euros transitent en toute légalité. Mehdi, la DZ Mafia, le gang Yoda, nous n'étions que des fusibles, de la chair à canon. Des PME gérées par une multinationale du crime dont le conseil d'administration siège dans les plus beaux quartiers de Paris. Les vraies décisions ne se prennent pas dans une cave à la Castellane, mais dans des clubs privés des Champs-Élysées, entre le fromage et le dessert. La politique, la police, le crime, ce ne sont pas des mondes opposés,
ce sont les différents services d'une même entreprise. Avoir vu ça, avoir compris ça, c'était signer mon arrêt de mort. Je n'étais plus un soldat loyal, j'étais devenu un témoin gênant. Un type qui avait vu le magicien derrière le rideau. Je connaissais le visage du vrai patron, j'avais entendu le lien direct entre lui et un ministre. Je représentais un risque inacceptable. Mon regard sur le monde a changé en une seconde. Chaque descente de flics médiatisés, chaque déclaration d'un politique sur la tolérance zéro, chaque fusillade entre gangs, tout me paraissait faux, scénarisé. Je ne voyais plus des ennemis, mais des acteurs qui jouaient un rôle. Ma propre vie, mes risques, les mecs que j'avais vus mourir pour un bout de territoire, tout ça n'avait servi qu'à enrichir un type en costume qui, lui, ne risquait rien. Une phrase m'est venue en tête et ne m'a plus jamais quitté. Le vrai pouvoir ne crie pas, il murmure. Et j'avais entendu ce murmure. J'étais devenu une anomalie dans le système, une pièce défectueuse qu'il fallait retirer avant qu'elle ne grippe toute la machine. À partir de cet instant, ma seule obsession n'était plus de monter en grade, mais de survivre, de disparaître. Le retour de Paris, c'était comme revenir d'un enterrement. Le mien. Chaque ombre dans la rue, chaque voiture qui ralentissait, je croyais que c'était pour moi. J'avais vu le visage du diable, et je savais qu'on ne laissait pas de témoins dans ce genre de réunion. Je ne pouvais plus dormir. Mehdi lui-même me regardait différemment, avec une sorte de méfiance. J'étais le seul autre type dans la pièce, le seul maillon faible. J'ai compris que ma seule chance de survie n'était pas de me battre, mais de disparaître, devenir un fantôme. Pendant 6 mois, j'ai joué le jeu, le lieutenant loyal, mais en secret, je préparais ma sortie. J'ai mis de côté du liquide, un peu chaque semaine, pas assez pour attirer l'attention. 20 000 € planqués dans un sac de sport. Puis, une nuit de Mistral, j'ai mis mon plan à exécution. J'ai volé une bagnole, une vieille Clio, j'y ai laissé quelques-uns de mes cheveux et un vieux mégot pour l'ADN, et je l'ai conduite jusqu'aux falaises des Goudes. J'ai mis le feu au siège et je l'ai poussé dans le vide. Le lendemain, les journaux parleraient d'un autre règlement de compte. Un corps carbonisé, non identifiable. Pour le milieu, pour les flics, pour tout le monde, j'étais mort. J'ai marché toute la nuit, puis j'ai pris un bus, puis un train, puis une petite gare de province. Direction Bordeaux. Assez loin pour que l'odeur du port de Marseille ne me suive plus. J'avais tout laissé derrière moi, le pouvoir, l'argent, la peur. J'étais personne, et c'était la plus belle sensation du monde. À Bordeaux, je suis devenu Alexandre Dubois. J'ai acheté des faux papiers à des mecs de Saint-Michel, des vrais faux, assez bons pour ne pas déclencher d'alerte. J'ai trouvé un petit studio à Talence, un quartier d'étudiants et de familles, le genre d'endroit où personne ne remarque personne. Et j'ai trouvé un boulot, un vrai, magasinier dans un entrepôt de logistique à Mérignac. Je me levais à 5 heures du matin, je portais des cartons toute la journée et je rentrais crevé. Je gagnais le SMIC, 1300 € par mois. Moi qui avais brassé des millions, je comptais mes centimes pour finir le mois. Et putain, c'était bon. Chaque euro était propre. Il n'y avait pas de sang dessus, pas de larmes. L'odeur de mon nouveau monde, ce n'était plus le shit ou la poudre, c'était le carton mouillé et la poussière. Le bruit, ce n'était plus les sirènes ou les détonations. C'était le bip des scanners et les chariots élévateurs. Pour la première fois de ma vie, j'étais invisible de la bonne manière. Personne ne me craignait, personne ne me calculait. J'étais juste Alex, le mec de l'entrepôt. Pendant 2 ans, j'ai vécu comme ça, dans une routine simple et apaisante. J'ai appris à dormir une nuit entière. J'ai commencé à croire que j'avais réussi mon coup. Le passé était mort et enterré avec mon ancien nom au fond d'un ravin à Marseille.
Je l'ai rencontrée dans une boulangerie près de chez moi. Elle s'appelait Claire. Elle venait tous les matins avant d'aller au travail. Elle prenait toujours un pain au chocolat et un café à emporter. Elle était institutrice en école primaire. Elle avait un sourire qui pouvait désarmer une armée. Pendant des semaines, je me suis contenté de la regarder, trop pétrifié pour lui parler. Moi, le mec qui tenait un point de deal et qui faisait baisser les yeux à des tueurs, j'étais incapable de dire bonjour à une fille. Un jour, j'ai pris mon courage à deux mains. C'était ridicule, maladroit. Je lui ai raconté une histoire, mon histoire, la version édulcorée, que je venais de Lyon, que j'avais perdu ma famille jeune, que j'étais venu à Bordeaux pour prendre un nouveau départ, loin des mauvais souvenirs. Le pire, c'est que c'était presque vrai. Elle a vu la tristesse dans mes yeux. Elle n'a pas vu le monstre derrière. Elle a vu un homme seul qui essayait de se reconstruire. On a commencé à se voir. On se promenait le long des quais de la Garonne, on allait au cinéma, on passait des soirées à cuisiner dans mon petit studio. Elle me parlait de ses élèves, de ses rêves simples, une maison, un jardin, des enfants. Elle représentait tout ce que je n'avais jamais eu. La normalité, la pureté, la bonté. Je suis tombé amoureux comme un gamin. Pour la première fois, je ne calculais rien. Je vivais. J'aimais comme les gens normaux. Un an plus tard, on s'est pacsé à la mairie de Bordeaux. Pas de grande fête, juste nous deux et deux amis comme témoins. En signant le document au nom d'Alexandre Dubois, j'ai eu l'impression de signer pour de vrai ma nouvelle vie, de la rendre officielle. Ce nom, c'était le mien maintenant. Quelques mois après, Claire m'a annoncé qu'elle était enceinte. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. La peur d'abord, la peur panique que mon passé ne la rattrape, elle et ce petit être innocent. Puis une vague de joie, une joie si pure, si violente qu'elle m'a coupé le souffle. Un enfant, mon enfant, une chance de tout recommencer, d'être le père que je n'avais jamais eu. Les mois ont passé, c'était une fille. On avait déjà choisi le prénom, Chloé. Un soir, alors que Claire dormait sur le canapé, enceinte de 7 mois, je me suis agenouillé devant elle. J'ai posé ma main sur son ventre rond et je l'ai senti bouger. Un petit coup, une vie qui s'éveillait. C'était la chose la plus réelle, la plus importante que j'ai jamais touchée. Et là, dans le silence de notre petit appartement, j'ai fondu en larmes. Des larmes de soulagement, des larmes qui lavaient des années de crasse et de sang. J'avais réussi, j'étais enfin libre. La liberté, je croyais l'avoir touchée du doigt. Je la respirais chaque matin, dans l'air humide de Bordeaux. Et puis, un soir d'octobre 2024, tout s'est effondré. J'étais à une station-service Total sur la Rocade, une de ces stations impersonnelles où personne ne vous regarde. Je faisais le plein de ma vieille 208, la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Il faisait nuit, les néons blancs grésillaient au-dessus de moi, et je pensais à ce que Claire avait préparé pour le dîner. Une vie simple, une vie normale. C'est à ce moment-là qu'elle est arrivée. Une Audi A8 noire, silencieuse comme un prédateur. Elle s'est garée juste à côté de ma pompe, les vitres tellement teintées qu'on aurait dit des plaques d'obsidienne. Le moteur ne s'est même pas coupé. Le temps s'est figé. Le bruit des voitures sur la rocade, le bip de la caisse, tout a disparu. Il n'y avait plus que le bourdonnement sourd de ce moteur allemand et le battement de mon cœur dans ma gorge. Je savais, avant même que la portière ne s'ouvre, je savais que ma fausse vie venait de se terminer. Mon corps s'est vidé de toute sa chaleur. Le pistolet de la pompe à essence me paraissait peser 1 tonne. J'étais redevenu une proie. La portière arrière s'est ouverte, mais ce n'est pas un tueur qui en est sorti. C'était un homme d'une 50aine d'années, en costume gris impeccable, cheveux poivre et sel plaqués en arrière.
Il n'avait pas l'air d'un gangster, mais d'un de ces avocats d'affaires ou de ces banquiers qu'on voit à la défense. Le genre de type qui détruit des vies avec un contrat, pas avec une arme. Il s'est approché de moi, ses chaussures italiennes ne faisant aucun bruit sur le béton taché d'huile. Ses yeux étaient froids, vides de toute émotion. Il n'a pas souri. Il m'a regardé comme si j'étais un dossier à traiter, une simple ligne sur un bilan comptable. Puis il a parlé, d'une voix calme, posée, sans le moindre accent marseillais, une voix de la haute société. « Bonsoir Yacine », mon vrai nom, le nom que je n'avais pas entendu depuis 3 ans. Chaque syllabe était un coup de poignard qui détruisait mon personnage d'Alexandre Dubois. Il a marqué une pause, savourant mon expression de terreur. Le parrain veut te revoir. Ce n'était ni une question, ni une invitation. C'était une convocation, un ordre divin qui ne souffrait aucune discussion. Le passé venait de défoncer la porte du présent. Il a sorti de sa veste une enveloppe Kraft, épaisse. Il me l'a tendue. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli la faire tomber. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent, pas de message, juste 4 photos. La première, c'était moi, prise quelques jours plus tôt, en train de décharger un camion à l'entrepôt. Un cliché volé, granuleux, qui prouvait qu'il me suivait depuis un moment. La deuxième, c'était Claire. Elle sortait de son école, elle riait avec une collègue, le soleil dans ses cheveux. Ils avaient violé son monde, sa pureté. Ils l'avaient souillée juste en la photographiant. La troisième, c'était ma mère, à sa fenêtre, à la Castellane. Vieillie, fatiguée, le regard perdu dans le vide. La preuve qu'il pouvait atteindre n'importe qui, n'importe où. Et la quatrième photo a brisé ce qui me restait d'âme. C'était une copie de l'échographie de notre fille, notre Chloé. Un petit être de lumière qui n'avait même pas encore vu le jour, et ils la tenaient déjà en otage. Ils avaient mis leurs mains sales sur la chose la plus sacrée de ma vie. À cet instant, ce n'est pas de la peur que j'ai ressentie. C'était une douleur physique, une nausée qui me tordait les entrailles. L'homme en costume a dû voir l'effondrement dans mon regard, car il a ajouté avec la même froideur clinique « Tu as 48 heures pour être à Paris, même endroit, même heure que la dernière fois. Le parrain a un nouveau travail pour toi. » Il a attendu une seconde pour être sûr que j'avais bien compris le poids de chaque mot. Si tu n'y es pas, si tu tentes quoi que ce soit, on ne te touchera pas. Toi, tu regarderas. D'abord la vieille à Marseille. Un accident domestique, une chute dans l'escalier. C'est si vite arrivé. Puis ta femme. Elle est jolie. Ce serait dommage de gâcher un si beau visage. Et pour finir, il a pointé l'enveloppe que je tenais. La graine qui n'a pas encore germé, on s'assurera qu'elle ne voit jamais le jour. Tu as bien compris, Yacine ? Il n'y avait aucune colère dans sa voix, juste la certitude absolue du pouvoir. Puis il a tourné les talons et remonté dans l'Audi qui a démarré sans un bruit et a disparu dans le flot de la circulation. Je suis resté là, debout, le pistolet à essence à la main, le cœur en miettes, figé au milieu de ce monde qui continuait de tourner, ignorant que le mien venait de s'arrêter pour toujours. Je ne sais pas combien de temps je suis resté immobile. 5 minutes ? 1 heure ? Le caissier de la station est sorti pour voir ce que je foutais. J'ai payé en pilote automatique. Je suis remonté dans ma misérable voiture et j'ai conduit sans savoir où j'allais. Et c'est là que la vérité m'a frappé. Une vérité si simple et si monstrueuse que j'ai dû m'arrêter sur le bas-côté, suffocant. Je n'ai jamais été libre. Mon évasion, ma nouvelle vie, mon bonheur. Tout ça n'était qu'une illusion, une permission. Il m'avait en laissé partir. Il m'avait laissé construire quelque chose, trouver l'amour, fonder une famille. Pourquoi ?
Parce qu'un homme qui n'a rien à perdre est incontrôlable. Mais un homme qui a tout à perdre, il devient l'esclave parfait. Claire, ma mère, mon enfant à naître, elles n'étaient pas mon salut. Elles étaient ma laisse. Le collier qu'il m'avait passé au cou sans que je m'en rende compte. Ma liberté n'était pas une conquête, c'était une concession. Une stratégie pour me rendre plus vulnérable, plus obéissant. Ils avaient construit pour moi la prison la plus parfaite qui soit. Une prison sans murs, sans barreaux. Une prison dont les murs étaient faits de l'amour que je portais au mien. J'étais à eux, pour toujours. Alors me voilà. Je vous parle depuis un Formule 1 miteux, quelque part le long d'une autoroute du nord de la France. L'odeur de cigarettes froides et de désespoir est tellement épaisse qu'on pourrait la couper au couteau. Je ne suis ni en prison, ni de retour aux affaires. Je suis dans l'antichambre de la mort et j'attends. Ils m'ont retrouvé, je le sais. Je ne sais pas quand ni comment, mais ils viendront. Claire et ma fille, Chloé, qui a maintenant 3 ans, sont quelque part, dans une maison que je paie, sous surveillance constante. Elles ne sont pas prisonnières, non, c'est plus pervers que ça. Elles vivent une vie normale, mais elles sont ma chaîne, mon collier. Si je disparais, elles paient. Ma peine, ce n'est pas Fleury-Mérogis sous les baumettes. Ma vraie sentence, c'est de me réveiller chaque matin en sachant que les 2 seules personnes que j'aime sur cette terre sont les barreaux de ma prison à vie. Je suis un mort-vivant. J'ai 32 ans et je sais avec une certitude absolue que je ne verrai jamais les 35. Cette putain de vérité, c'est le seul héritage que je peux laisser. Vous croyez que l'ennemi public numéro 1, c'est le caïd des quartiers nord, le mec en survêtement Lacoste qui pose avec une calache sur les réseaux sociaux. Vous lisez les journaux, vous regardez les infos et vous voyez les mecs de la DZ Mafia ou du gang Yoda comme l'incarnation du mal. C'est une putain de blague. Ces mecs, mes anciens frères d'armes, ce ne sont que des marionnettes, des fusibles qu'on fait sauter quand le système surchauffe, des visages à mettre sur la peur pour que vous ne regardiez pas le vrai marionnettiste. Le vrai ennemi, il n'habite pas à la Paternelle. Il habite avenue Foch, dans le 16e. Il a un bureau avec vue sur la Tour Eiffel. Il n'a pas 25 ans, il en a 65. Il ne porte pas de TN, mais des souliers Weston à 2000 €. La police, elle ne défonce pas sa porte à 6 heures du matin. Elle sonne poliment, et seulement si elle est invitée pour un café. Nos guerres de territoire, nos morts, nos fusillades, ce n'est que le bruit de fond qui couvre le son feutré de ces transactions. Nous sommes le décor sanglant de son théâtre, les figurants qui meurent pour que le public ne voie jamais le metteur en scène. Cette fameuse guerre contre la drogue, c'est le plus grand spectacle de l'histoire de la Ve République. C'est une pièce de théâtre jouée par des politiques en mal de popularité et des médias avides de gros titres. Quand Gérald Darmanin descend à Marseille avec 20 caméras pour annoncer une opération place nette, il ne combat pas le trafic. Il fait de la communication. Il combat les pauvres, pas la drogue. Pendant que les CRS humilient des gamins de 15 ans à la Castellane pour quelques barrettes de shit, le parrain dîne au Bristol avec un sénateur ou un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. L'argent sale de nos cités ne sert pas qu'à acheter des grosses voitures. Il est blanchi, réinvesti et il finance l'économie légale. Il finance des campagnes électorales, des projets immobiliers de luxe, il irrigue le système. Vous vous souvenez des affaires Fillon, Sarkozy, McKinsey ? Vous voyez bien que l'impunité est la règle pour l'élite. Le système ne chasse pas ses maîtres, il les protège. Le vrai pouvoir ne se mesure pas au nombre de Kalachnikov, mais au nombre de lignes sur un tableur Excel et de comptes en Suisse. Alors pourquoi je vous raconte tout ça, au risque de faire avancer ma propre exécution ? Parce que c'est la seule chose qui me reste, ma seule rébellion.
mon seul acte de liberté. Ils ont pris ma vie, mon avenir, ils tiennent ma famille en otage. Mais ils ne peuvent pas prendre cette vérité. Elle est plus grande que moi, plus grande qu'eux. Ils peuvent me tuer, me faire disparaître, mais cette histoire, une fois racontée, elle ne m'appartient plus. Elle est à vous. Ils m'ont tout appris sur la violence, sur l'argent, sur le pouvoir, mais ils ont oublié de m'apprendre à mourir en silence. Alors voilà, maintenant, vous savez. Vous savez que le monstre ne se cache pas dans les caves des HLM, mais dans les salons dorés de la République. Il n'a pas le visage d'un arabe ou d'un noir des cités. Il a le visage de votre banquier, de votre député, du PDG respectable que vous admirez aux infos. Maintenant que vous savez ce que je sais, qu'allez-vous faire si cette histoire a changé quelque chose en vous, si elle a ouvert une fissure dans ce que vous croyez savoir, alors ne la laissez pas mourir avec moi. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Abonnez-vous parce qu'il y a d'autres voix comme la mienne, des histoires que le journal de 20 heures ne vous montrera jamais. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce système. Faites du bruit, c'est la seule chose qu'ils craignent.